Il y a un propriétaire qui a conduit la même voiture pendant 14 ans. 14 ans, sans changer l'embrayage, sans toucher à la ligne d'échappement. Et en 2025, il a dit « fiabilité irréprochable ». Je vous donne la marque et le modèle dans 30 secondes, mais d'abord je vais vous poser une question. Est-ce que vous sauriez reconnaître, rien qu'en regardant les optiques avant d'une voiture d'occasion, si elle a passé des années dans un garage humide ? Parce que sur cette voiture précise, c'est l'un des premiers signes qui vous dira si elle a été bien entretenue ou pas. Et si vous ratez ce détail, vous pouvez rater une mauvaise affaire, ou au contraire, passer à côté d'une excellente. Je vous explique tout ça dans quelques minutes, mais commençons par le début. La Renault Twingo 2, génération 2007 à 2014. Pas la première, pas la dernière, celle du milieu, que tout le monde oublie. Et c'est une erreur. Cette voiture repose sur la plateforme raccourcie de la Clio 2. Ça veut dire qu'elle a hérité des organes mécaniques éprouvés d'une voiture bien plus connue. La tenue de route est impeccable, le freinage est excellent, et sur la route, elle se comporte d'une façon qui surprend vraiment pour une petite citadine de ce prix. Un ami qui en avait une, version 1,2 60 chevaux, donc la plus modeste, m'a dit un jour « c'est un vrai rail ». Je n'ai jamais fait crisser les pneus, et pourtant c'est la voiture avec laquelle je me suis le plus amusé en conduite sportive, clairement, avec le poids-plume. Le poids-plume. C'est ça qui change tout sur cette voiture. Maintenant, l'intérieur. Et là, il y a quelque chose que peu de gens savent avant de monter dedans pour la première fois. La banquette arrière est composée de 2 sièges indépendants qui coulissent chacun séparément. Vous pouvez pousser les sièges vers l'avant pour agrandir le coffre, ou les reculer pour donner de la place aux jambes. Le volume passe de 165 litres à 285 selon la position. Et si vous rabattez tout, 959 litres. Sur une voiture de cette taille, c'est franchement remarquable. Côté sécurité, 4 étoiles au crash test Euro NCAP. Net progrès par rapport à sa devancière. Voilà pour les bonnes nouvelles. Mais maintenant, je vais vous parler des moteurs. Et là, faites très attention. Parce qu'il y en a un en particulier qui a l'air parfait sur le papier, qui se vend bien, et qui peut vous coûter plus de 4 000 € de réparation sans crier gare. Je vous dis lequel dans un instant. D'abord, les bons choix. Pour un usage mixte, ville et route, le meilleur compromis, c'est le 1,216 soupape 75 chevaux essence. Équilibré, économique, fiable dans la durée. Pour ceux qui roulent beaucoup, qui font régulièrement l'autoroute, le diesel 1,5 DCI 85 chevaux est le plus recommandable. Quelqu'un que j'ai vu témoigner en ligne parlait de 4,3 litres au 100 sur autoroute et 3,8 sur route. Moteur increvable, disait-il. Et un autre avait franchi les 200 000 km sur un DCI 75. En 2025, 14 ans, embrayage d'origine, ligne d'échappement d'origine. C'est lui, le propriétaire dont je vous parlais au début. Pour les amateurs de sensations, le 1,2 TCE 100 chevaux de la version GT ou Gordini est coupleux, agréable, vraiment plaisant à conduire. Et tout en haut de la gamme, la RS avec son 1,6 atmosphérique 133 chevaux, c'est une vraie petite GTI. Châssis sport ou cup, légèreté, précision. Pour qui cherche du plaisir pur, c'est une pépite. Maintenant, les moteurs à éviter. Et on commence par celui dont je vous ai parlé. Le 1,28 soupape de base, 60 chevaux. Robuste, oui. Simple, oui. Mais tellement dépourvu de couple que dès que vous montez une côte chargée, vous devez rétrograder. Et même en rétrogradant, le moteur peine. En ville, ça passe. Mais sur route, les dépassements deviennent stressants, parfois risqués. Il y a aussi une variante du 16 soupape 75 qu'on appelle la version LEV. Rapport de boîte très allongé pour réduire le CO2. Résultat, le moteur peine dès qu'il y a du relief, vous rétrogradez constamment et l'agrément disparaît. Quelqu'un qui en avait une m'a dit « Quand une côte survient et si vous êtes un peu chargé, rétrogradage obligatoire et même ainsi le moteur peine. » Évitez cette version si vous avez le choix. Et maintenant, la boîte qui m'a le plus surpris en mal. La boîte robotisée. Elle a l'air pratique, moderne. En réalité, elle est régulièrement critiquée pour ses à-coups, son manque d'agrément
et surtout pour ces fuites du bloc hydraulique. Des fuites qui peuvent coûter très cher. Et des passages au point mort en roulant ont été signalés. Vous roulez, et la voiture se met en point mort toute seule. Ce n'est pas anodin. Fuyez cette boîte. Bon, on est à peu près à mi-chemin de ce tour complet. Et je vais vous demander quelque chose. Si vous cherchez ce genre d'analyse détaillée avant d'acheter une voiture d'occasion, si ça vous évite de vous faire avoir, abonnez-vous. Pas pour la formule, parce que ce type de contenu prend vraiment du temps à préparer et ça fait plaisir de savoir que ça sert. Maintenant, les vraies maladies de cette voiture, celles que le vendeur ne vous dira pas. Sur le 1,26 soupape essence, le problème le plus fréquent s'appelle l'encrassement du boîtier papillant. Ralenti instable, calage, à-coup à l'accélération. Un propriétaire que j'ai vu témoigner quelque part avait dû le changer 3 fois. 3 fois. Et entre chaque réparation, des semaines d'attente chez le garagiste. Les bobines d'allumage peuvent aussi lâcher, et quand ça arrive, le moteur tourne sur 3 cylindres au lieu de 4. Vous l'entendez tout de suite. Sur le turbo TCE 100 chevaux, c'est la durite de refroidissement du turbo qui peut fuir, et de rares cas de rupture de ressort de soupape ont causé des casses moteurs complètes. Ça reste rare, mais ça mérite d'être connu avant d'en acheter une. Et sur les diesels, voilà ce que personne ne vous dit. Les premières séries de DCI avaient une pompe Delphi défectueuse. Cette pompe pouvait envoyer de la limaille métallique dans tout le circuit d'injection. Quand ça arrive, vous ne changez pas juste une pièce, vous changez tout le circuit. Et la facture peut dépasser 4 000 €. C'est pour ça que j'insiste. Sur un diesel, l'historique d'entretien n'est pas optionnel, c'est obligatoire. La pompe à eau sur ces mêmes diesels est aussi un point faible connu. Elle peut devenir bruyante ou se mettre à fuir des 25 à 30 000 km. Et si vous l'entendez siffler côté passager pendant l'essai routier, vous savez ce que ça veut dire. Carrosserie maintenant. Le vernis s'écaille sur le toit et les pare-chocs, surtout avec le temps. Les optiques avant des modèles avant le restylage, donc avant fin 2011, jaunissent ou prennent l'humidité à l'intérieur. C'est ce que je voulais vous dire au début. Un optique humide ou jauni vous dit que la voiture a vécu dehors, sans protection, souvent pendant des années. Ça ne coûte pas forcément cher à régler, mais ça doit entrer dans votre négociation. À l'intérieur, le cuir du volant et du pommeau pèle avec le temps. C'est courant, ça ne change rien à la mécanique, mais ça donne un aperçu de la façon dont la voiture a été utilisée. Sous les sièges avant, la connectique des airbags est fragile. Le voyant airbag peut s'allumer de façon intempestive, sans qu'il y ait de vrais problèmes avec les airbags eux-mêmes. Et le condenseur de climatisation est placé juste derrière la calandre, très exposé au gravillon. Il fuit fréquemment. Si la clim ne refroidit plus, commencez par là. Maintenant la checklist d'achat. Concrète, rapide, efficace. À l'extérieur, regardez le toit et les pare-chocs pour la peinture. Vérifiez les optiques. Et regardez l'arête du capot. Des éclats de peinture à cet endroit précis indiquent que le bras d'essuie-glace tape dessus à chaque utilisation. Ça paraît anodin, ça dit beaucoup sur l'état général. À l'intérieur, testez le coulissement des 2 sièges arrière. Si le mécanisme est grippé ou qu'il y a du jeu, c'est un point de négociation. Vérifiez l'état du volant et du pommeau. Pendant l'essai, si le volant vibre au ralenti, le support moteur droit est en fin de vie. Si vous entendez un sifflement côté passager sur un diesel, c'est la pompe à eau. Et sur route dégradée, un claquement dans la direction signale des rotules ou des cylindres blocs à surveiller. Côté documents, la courroie de distribution doit être changée tous les 5 à 6 ans ou 120 000 km. Sur la RS, impérativement tous les 5 ans. Sans facture, déduisez le coût du remplacement de votre offre. Et le budget entretien maintenant. Bonne nouvelle, cette voiture est vraiment économique à maintenir. Révision tous les 20 à 30 000 km ou 1 à 2 fois par an. Une vidange simple entre 69 et 110 €. Kit de distribution sur un essence 1,2 entre 423 et 594 €. Sur un diesel, entre 568 et 998 €. Sur le RS, entre 725 et 1100 € selon le garage. Les pneus sont en 14 pouces, très abordables. Les pièces d'usure sont parmi les moins chères du marché. Et si vous aimez faire vous-même, les versions essence atmosphérique sont très accessibles pour l'entretien vous-même. Les diesels sont plus complexes, notamment à cause du filtre à air difficile d'accès.
Un dernier conseil, et c'est peut-être le plus important de tout ce que j'ai dit. Si vous avez le choix, orientez-vous vers une phase 2, c'est-à-dire produite après fin 2011. Le restylage apporte le Bluetooth, le régulateur de vitesse souvent de série, et un design légèrement plus moderne. Et choisissez une finition au-dessus du niveau Access ou authentique de base pour avoir la direction assistée et les sièges coulissants. Sans ça, la voiture perd la moitié de ce qui la rend intéressante. La Twingo 2, c'est une voiture sérieuse qui se cache dans un format modeste. Elle tient la route mieux qu'elle n'en a l'air, elle coûte peu à entretenir, et bien choisie, elle peut tenir des années sans vous faire de mauvaises surprises. Maintenant, vous savez exactement quoi regarder, quoi éviter et quoi demander.